Projet Dernière Chance est-il le blockbuster qui va sauver Hollywood? Peut-être pas, mais en tout cas, il représente une petite lueur d'espoir. On vous explique pourquoi. Je crois que c'est sans retour pour moi. Si vous avez l'habitude de parler pop culture sur internet comme nous, vous avez peut-être remarqué un certain paradoxe. Dès qu'on lit ou qu'on publie la moindre ligne concernant une énième suite de reboot, legacy, sequel, remake, crossover, tout le monde s'indigne sur les réseaux sociaux. Décidément, ils n'ont plus d'imagination à Hollywood, c'est scandaleux. Pourtant, si tu regardes le top 10 du box-office mondial de l'année dernière, voici ce qu'on trouve. Suite, remake, adaptation, suite, bref. Les seuls films qui sont ni des suites ni des remakes dans cette liste, c'est le film Minecraft. Je pense pas qu'on puisse vraiment parler d'un scénario original, vu que c'est basé sur le jeu vidéo le plus vendu de l'histoire de l'humanité. Et c'est F1, qui est peut-être cool, je sais pas, je l'ai pas encore vu, mais qui est surtout une gigantesque pub pour la F1. Bref, soit les gens qui commentent ne sont absolument pas représentatifs des envies du grand public, soit les studios ne laissent aucune alternative, soit les gens qui commandent sont quand même allés voir les films qu'ils abhorrent. Si vous me demandez, je pense que c'est les trois. D'où l'espoir que représentait Projet Dernière Chance. Certes, il ne s'agit pas d'un scénario original, le scénariste Drew Goddard l'a adapté du roman Project Hail Mary de Andy Weir, et c'est pas non plus un saut dans le vide, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, puisqu'il avait déjà adapté par le passé Seul sur Mars, du même auteur, qui était réalisé par Ridley Scott et qui avait quand même été un beau succès à l'époque. Projet Dernière Chance n'est pas une révolution, qu'on s'entende, mais c'est quand même une prise de risque, à l'heure où les prises de risque sont de moins en moins courantes à Hollywood. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, ma politique en termes de spoiler. Projet Dernière Chance est un film qui mérite vraiment d'être vu sans en savoir trop en avance, donc pour permettre aux gens intéressés par le film de voir cette vidéo, j'ai décidé de ne pas spoiler. Tout du moins, je ne vais pas en révéler plus que les bandes annonces, affiches et autres matériels promotionnels que vous avez déjà sûrement croisés. Cependant, ce matériel promotionnel ne peut pas s'empêcher de dévoiler le premier tournant de l'intrigue. Ce tournant, il arrive environ, disons, 3/4 d'heure, voire 1 heure dans le film, qui dure quand même 2h39. Bon, à la louche, parce que forcément je vais pas en projet avec un chronomètre. Bref, je vais suivre la même ligne et ne pas m'empêcher d'en parler, donc je vais parler un peu de cette partie-là, parce que déjà quasiment tout le monde est au courant, et en plus c'est quand même un peu difficile de parler du film sans le prendre en compte, puisque c'est quand même le cœur du sujet. Donc, si par miracle vous êtes parvenu à passer à travers les mailles du filet marketing, et que vous voulez entrer dans la salle persuadé qu'il s'agit d'un drame rural, je vous invite à quitter la vidéo. Ah non, attendez, je vous invite plutôt à visiter écranlarge.com, et plus particulièrement la section abonnement. Si vous vous abonnez, bon déjà vous aurez de la lecture, puisqu'on a une énorme réserve de dossiers réservés aux abonnés, et surtout vous rejoindrez l'équipe des soutiens à écran large, qui est désormais essentielle à la vie de ce média. Et ouais, enfin si vous voulez, bien sûr. Projet Dernière Chance est donc un risque, parce que déjà, ça a coûté une somme astronomique, sans mauvais jeu de mots. Plus de 150 millions de dollars selon Deadline, c'est pas rien du tout. C'est aussi un risque parce que ça raconte une histoire qui est finalement assez différente de celles qui sont proposées par les majors en ce moment. Alors oui, bien sûr, c'est Ryan Gosling qui tente de sauver le monde en faisant des blagues, mais ce personnage, il a pas de femme ou d'enfant à protéger, il est seul, il est un peu orgueilleux, il a pas vraiment de rédemption à accomplir, d'ex morte qui sourit dans des draps blancs ou de filles à pécho. C'est un mec ordinaire, ok, très fort et très intelligent, mais ordinaire, qui se retrouve dans une situation extraordinaire et qui doit gérer ce qui lui tombe dessus. C'est un risque parce que le film choisit de raconter non pas une confrontation, mais une rencontre, dans une tradition purement Spielbergienne, tradition à laquelle il fait d'ailleurs un hommage hyper sincère au milieu, c'est super. Et c'est vraiment qu'une rencontre, à l'ancienne. L'ennemi dans Projet Dernière Chance, c'est pas un éco-terroriste burné ou une IA qui a mal tourné, c'est quelque chose de naturel, de neutre. C'est plus une problématique en fait qu'un antagoniste. Du coup, la réalité, c'est que c'est pas un film d'action. C'est un mec dans une boîte qui fait une rencontre et qui essaye de résoudre un problème. Alors, je vous rassure, le film comporte quelques moments de bravoure assez épiques, mais qu'on se le dise, c'est une histoire de cœur et de cerveau. Je sais à quoi vous pensez, et oui, bien sûr, on peut faire une comparaison avec deux autres films sortis ces 12 dernières années, Interstellar et Premier Contact. Eux aussi embrassaient la science-fiction avec non pas seulement ses vaisseaux et ses lasers, mais avec ses vertiges métaphysiques et ses émotions fortes, qui ne manquent probablement pas d'apparaître quand on dérive dans le vide absolu, protégé d'une mort instantanée par quelques centimètres d'ingénierie humaine à laquelle il faut consacrer toute sa confiance. Oui, j'irai pas dans l'espace. Alors pourquoi prendre un tel risque ? Eh bien c'est là que le studio Amazon MGM a fait quelque chose de plutôt louable. Il a misé sur la réputation. Le plan ici n'est pas d'attrouper une masse de fans la première semaine d'exploitation, comme c'est souvent le cas, mais de produire un film qui plaira assez à la presse et au public
pour que le bouche à oreille fasse son effet. D'où l'engagement de Phil Lord et Chris Miller, deux des réalisateurs américains les plus cool du moment à mon humble avis, puisqu'ils ont aussi réalisé Tempête de boulettes géantes, c'est trop bien, le film Lego c'est super, et les géniaux, bien sûr, 21 et 22 Jump Street, en plus bien sûr d'avoir chapeauté le scénario et la production des Spider-Man animés, c'est pas mal du tout. Clairement l'affiche IMDb transpire l'artisanat cinématographique de qualité, puisque la photographie est assurée par le Greg Fraser de Zero Dark Thirty, Rogue One, Dune et The Creator. Ah oui, et The Batman. Et jusqu'ici, ça paye. La presse anglophone est en train de complètement péter un câble sur le film, les estimations de box-office sont plutôt optimistes, et pour cause, c'est un film qui est magnifique visuellement, qui est très impressionnant techniquement et qui donne plus envie de retourner au cinéma que de s'enquiller une compilation de scènes post-génériques sur YouTube. Et il fallait bien des metteurs en scène talentueux pour accomplir le miracle de la première partie du long métrage. J'ai bien dit miracle, parce que finalement la structure sur laquelle tout repose est assez fragile. C'est un montage parallèle de Ryan Gosling qui se réveille dans un vaisseau avec de l'amnésie et ses souvenirs qui reviennent. Alors sur le papier, le coup de l'amnésie c'est quand même un peu facile. En gros, quand l'intrigue doit évoluer, hop, il débloque un souvenir. Mais ça fonctionne en fait, ça fonctionne à mort même, grâce à l'écriture et à la mise en scène. Déjà bon, il faut le dire, Ryan Gosling il est très drôle. Là il est quand même chargé de te divertir pendant quasiment 1 heure de solitude, tout seul quoi, en parlant. C'est vraiment pas facile et ça fonctionne trop bien. Les vannes s'enchaînent super bien avec l'exposition, c'est super bien écrit. Il est juste assez bavard pour être attachant sans être énervant. C'est vraiment une réussite sur ce point-là, mais c'est vraiment la réalisation qui fait passer la pilule. Sans jamais être tape à l'œil, elle parvient à la fois à accompagner la moindre de ses découvertes et à s'attarder sur ses réactions. Lord et Miller embrassent la dimension gigantesque de leur récit spatial, bien sûr, mais sans pour autant sacrifier son intimité. Concrètement, ça veut dire qu'ils essayent en permanence de relier ces deux échelles, d'un mouvement de caméra, d'un insert judicieux, d'un raccord, comme lorsqu'ils utilisent le déplacement de la lumière occasionné par la rotation de la navette spatiale pour éclairer une scène beaucoup plus personnelle. Coup de génie. Ça fonctionne aussi beaucoup grâce aux transitions entre les époques, qui elles aussi tirent parti de cet environnement cosmique pour créer des parallèles forts entre ce qui se passe sur Terre, ce qui se passait sur Terre, et ce qui se passe dans les tréfonds de l'univers. Notamment en jouant sur l'absence de gravité et la configuration du vaisseau. Oui, le projet Dernière Chance est ultra casse-gueule, c'est à la fois hyper bateau et assez complexe, ça emprunte à la fois à la hard science comme on dit, donc une science-fiction qui essaye d'être à peu près réaliste, et à la comédie pure et dure, qui est un mélange un peu bizarre quand le héros rencontre un extraterrestre, mais encore une fois qui tient le coup, grâce à un savoir-faire hollywoodien qui se fait mine de rien plutôt rare aujourd'hui. On pourrait croire qu'adapter un bouquin avec une aussi belle réputation serait facile, mais pas du tout, même en plus de 2h30, c'est quand même difficile de raconter une histoire qui est à la fois ambitieuse et hyper centré sur les relations entre ces personnages. Prenez par exemple le personnage de chef du projet Dernière Chance, pour lequel ils sont allés chercher l'excellente Sandra Hüller que vous avez vu dans Anatomie d'une chute et la zone d'intérêt plutôt qu'une vedette américaine. En soi, elle a un rôle qui est très fonctionnel puisqu'elle recrute le héros et elle encadre toute l'opération. Mais son personnage avait vraiment besoin aussi d'être attachant pour les besoins du scénario. Et ce, alors qu'elle incarne un personnage secondaire dans des flashbacks d'un film centré sur la rencontre entre un humain et un extraterrestre à plusieurs années-lumière de la Terre, donc c'est quand même pas facile. Qu'à cela ne tienne, Godard, Lord et Miller lui accordent une scène a priori anodine, une scène de fête, tout ce qu'il y a de plus simple, entre deux discours sur la fin du monde et les sorties dans le cosmos, juste histoire de la sortir de sa fonction. Et grâce à eux, c'est l'une des plus belles scènes du film, qui sur le coup semble peu utile, mais qui en fait démultiplie les enjeux émotionnels. C'est donc une petite bouffée d'air frais, et pas uniquement parce que le studio mise sur un artisanat hollywoodien à l'ancienne, au milieu d'une industrie qui a sombré clairement dans le cynisme. Il y a aussi la question de ce que ça raconte. Ça fait 2 décennies que les super-héros dominent le box-office. Ils ont clairement perdu de leur superbe récemment, comme le prouve le top 10 de 2025 que je vous ai montré tout à l'heure, même si bon, on attend de voir le prochain Avengers avant d'officialiser leur déclin. Toujours est-il que ça fait des années qu'on voit des gens en collant sauver le monde de diverses menaces, et j'aime beaucoup ces films, c'est pas la question. À force, on est tellement habitué à ces histoires grandiloquentes qu'on finit par ne plus vraiment se poser de questions. Pour nous sauver tous, les héros doivent, selon le parcours consacré, apprendre soit à avoir confiance en eux, soit à collaborer avec d'autres héros. Mais à force, ces héros, ils reviennent dans les suites, dans les crossovers, dans les suites de crossovers. Et peu à peu, le cinéma hollywoodien nous raconte les petits problèmes d'une caste de surhommes en cercle fermé, qui finissent par ne plus avoir de contact avec les gens qu'ils sont censés représenter. Des gens réduits à l'ordre de figurants, qui hurlent à chaque invasion extraterrestre ou à chaque rayon lumineux tiré dans le ciel, voire carrément disparus des villes qui sont complètement rasées par les combats. Parce que le grand public, les fameux fans, auraient appris à ne plus s'intéresser qu'aux caméos de Super Calidor 3000 plutôt qu'à ses victimes. Et projet Dernière Chance, du coup il arrive à point nommé, car il décide contrairement à eux de traiter directement du principe des
l'héroïsme, de réfléchir un petit peu à ce que ça veut dire, à ce que ça implique. Vous savez, les pouvoirs, les responsabilités, tout ça. En gros, on arrête de réciter la phrase de l'oncle Ben parce qu'elle est cool, et parce qu'elle fait référence à des films ou à des BD que vous avez aimés quand vous étiez jeune, et on commence à réfléchir à ce qu'elle veut vraiment dire. Alors bien sûr, il est question d'altérité, vu le sujet du film, et quand je dis altérité, je parle pas d'un autre super-héros au passé tragique avec qui on va s'allier pour poutrer le méchant. Je parle d'un truc qui n'a pas de visage mais qui parvient à être touchant quand même, c'est pas mal. Mais il n'est pas question que de ça. Je peux pas aller beaucoup plus loin dans ce raisonnement, sans spoiler, donc je vais pas le faire, mais quand vous aurez vu le film, vous saurez que le film propose une définition de l'héroïsme qui est assez complète, finalement. Alors attention, il y a encore une fois rien de révolutionnaire dans ce qui reste un blockbuster hollywoodien avec ses bons sentiments et ses passages obligés. Mais il y a une volonté de dire, et si on arrêtait un peu de casser des immeubles pour réfléchir un peu à ça, tous ensemble, qui est quand même une volonté assez rare dans une super production à méga gros spectacle. De même que le film, il comporte son lot de défauts, ça c'est sûr. À mon humble avis, la comparaison avec Interstellar, qui est assez évidente, n'est pas forcément à son avantage. D'autant qu'il rejoue même certaines scènes un peu moins bien, c'est sûr. Je trouve que la deuxième partie est un peu lourde dans son emphase, enchaînant les moments un peu émotion avec une certaine artificialité. Contrairement à mon collègue Antoine, dont la critique est disponible sur le site par ailleurs, j'ai été un poil déçu par la musique de Daniel Pemberton, qui a pourtant signé celle des Spider-Man animés, qui est absolument fabuleuse. Outre les passages obligés du film d'espace, elle en fait vraiment des tonnes lors des 15 climax successifs, qui cherche juste à vous arracher une petite larmichette un peu à tout prix. On reprochera donc clairement au film peut-être de forcer un peu désespérément pour s'attirer la sympathie du grand public, dans une optique presque, démago. Mais franchement, mieux vaut ça que simplement soutirer leur fric. À voir si c'est encore possible de faire les deux. Encore une fois, le film de Lord et Miller est loin d'être une révolution hollywoodienne, on a déjà vu ce genre de choses, mais vu l'état de l'offre actuelle, qui est reflété par nos vidéos blasées sur des blockbusters génériques qui rythment notre quotidien, c'est un vrai petit kiff, et surtout un petit kiff qu'on a peur de voir disparaître. Le film sort juste après The Bride, qui est lui aussi un film un peu original, même si je l'ai, moins aimé, qui s'écrabouille la tronche au box-office, et surtout juste après l'annonce du probable rachat de Warner par Paramount, Warner qui faisait partie des rares studios à proposer des films à très gros budget qui font confiance à leurs auteurs. Alors, malgré plusieurs décisions de merde et navets cyniques, on s'entend, mais quand même, y aura-t-il encore de la place pour ce genre de film dans le Hollywood d'après, modelé par plusieurs années de rachats et de fusions? Je sais pas, et c'est sans doute là peut-être une de ses dernières chances. Merci à vous. Alors si vous voulez des critiques de films super qui sont pas forcément des blockbusters, pour rappel, elles sont sur le site, on en fait plein, donc si ça vous intéresse d'avoir notre avis sur d'autres films et d'autres conseils, n'hésitez pas à y aller. J'espère que le film en tout cas vous plaira comme il nous a plu. Puisqu'on parlait de The Bride, je vous conseille d'aller regarder la vidéo de Judith qui revient sur ce film qui est quand même un peu particulier, clairement moins réussi techniquement, mais auquel elle trouve plein de qualités. Salut!